Buvez votre thé, Nadine. Harold aurait voulu que vous preniez soin de vous, m'a-t-elle dit avec un sourire angélique. Je savais qu'elle avait remplacé les pilules pour le cœur de mon mari, mais je ne savais pas que chaque gorgée de ce thé me rapprochait de la mort, jusqu'à ce qu'un message texte révèle le secret caché dans l'armoire à pharmacie. Aux funérailles de mon mari, un numéro masqué n'arrêtait pas de m'appeler. Quand j'ai finalement répondu, j'ai reçu un avertissement. Ne dormez pas chez vous ce soir. Ma belle-fille, Sophie, a insisté pour me ramener. Mais quand je l'ai vue commencer à verrouiller la maison, j'ai su que j'étais en danger. Suivez mon histoire jusqu'au bout et laissez un commentaire avec le nom de votre ville pour que je voie jusqu'où mon témoignage a voyagé. Je n'aurais jamais imaginé que le pire jour de ma vie serait suivi par quelque chose d'encore plus terrifiant. Les funérailles d'Henri étaient tout ce qu'on pouvait en attendre. Sombres, respectueuses, remplies de gens qui chuchotaient quel homme bon il avait été. À 65 ans, je pensais savoir ce qu'était le deuil. Je pensais comprendre la perte. Mais assis sur ce premier banc, à regarder le cercueil de l'homme avec qui j'avais partagé 42 ans de ma vie descendre en terre, j'ai réalisé que je ne savais rien des ténèbres qui allaient engloutir mon existence. La cérémonie s'était terminée depuis 1 heure et j'étais toujours debout près de sa tombe, incapable de bouger. Mes jambes semblaient être en plomb et chaque respiration exigeait plus d'efforts que je n'en avais en moi. Henri était parti. L'homme qui avait été mon tout, mon ancre, mon port sûr dans chaque tempête, il était vraiment parti. Nadine, il faut rentrer maintenant. La voix de Sophie a percé le fil de mes pensées, douce mais insistante. Elle a posé une main manucurée sur mon épaule, son maquillage parfait toujours intact, malgré les larmes qu'elle avait versées pendant la cérémonie. Ma belle-fille était la fierté d'Henri depuis qu'elle avait épousé notre fils Marc, 5 ans plus tôt. Elle était belle, brillante et avait cette façon de mettre tout le monde à l'aise. Aujourd'hui, elle jouait à la perfection le rôle de la belle-fille dévouée, s'assurant que je mange, recevant les condoléances à ma place, gérant les détails que je ne pouvais supporter d'envisager. Juste quelques minutes de plus, ai-je murmuré, ma voix à peine audible dans le vent qui bruissait à travers les cyprès du cimetière. Il commence à faire froid et vous n'avez rien mangé de la journée. L'inquiétude de Sophie semblait sincère, ses yeux bruns emplis de ce qui ressemblait à une véritable préoccupation. Henri ne voudrait pas que vous tombiez malade. Elle avait raison, bien sûr. Henri m'aurait grondé de rester dehors dans le froid d'octobre sans un manteau adéquat. Il craignait toujours que j'attrape une pneumonie, surtout après ma mauvaise bronchite de l'hiver dernier. Mais je ne parvenais pas à faire bouger mes pieds, à m'éloigner de cet endroit, loin de lui. C'est alors que mon téléphone s'est mis à sonner. Le son était discordant dans le silence du cimetière et j'ai fouillé dans mon sac à main avec des mains tremblantes. Numéro masqué. J'ai failli refuser l'appel. La dernière chose que je voulais, c'était de parler à un démarcheur téléphonique, surtout aujourd'hui. Mais quelque chose m'a fait hésiter. « Vous ne répondez pas ?» a demandé Sophie, sa main toujours sur mon épaule. J'ai glissé mon doigt pour accepter l'appel et porter le téléphone à mon oreille. « Allô ?» Silence, puis une respiration lourde et une voix que je ne reconnaissais pas. Une femme plus âgée, avec une voix légèrement rauque, comme si elle avait fumé pendant des années. « Nadine ?»« Oui, c'est bien moi. Qui est à l'appareil ?» Encore un silence, puis « Ne rentrez pas chez vous ce soir ?» Mon sang s'est glacé dans mes veines. « Pardon ? Qui êtes-vous ?» Mais la ligne était coupée. J'ai fixé le téléphone, mes mains tremblant encore plus maintenant. Sophie me regardait avec une expression inquiète, la tête légèrement penchée. « Tout va bien ? On dirait que vous avez vu un fantôme. » Mauvais numéro. Ai-je menti, sans trop savoir pourquoi ? Quelque chose dans cette voix, dans l'urgence de ces quelques mots, m'avait secoué plus que je ne voulais l'admettre. Juste quelqu'un qui essayait de me vendre quelque chose. Sophie a hoché la tête avec compassion. Les gens n'ont plus aucun respect. Allez, je vous ramène à la maison. Alors que nous nous dirigions vers le parking, mon téléphone a de nouveau sonné. Même numéro masqué. Cette fois, j'ai répondu immédiatement. Qui est-ce ? Que voulez-vous ? Écoutez-moi attentivement. La voix de la femme était plus pressante maintenant. Sophie n'est pas celle que vous croyez. Ne la laissez vous emmener nulle part. Ne restez pas seule avec elle. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. Je ne comprends pas. Qui êtes-vous ? Comment connaissez-vous Sophie ? Pas le temps de tout expliquer maintenant. Souvenez-vous juste de ce que je vous dis. Ne lui faites pas confiance. N'allez pas chez elle. Ne la laissez pas rester chez vous. Elle prépare ça depuis des mois. Préparez quoi ? Vous me faites peur. Tant mieux, vous devriez avoir peur. Elle a tué Henri. Et vous êtes la prochaine. La ligne s'est de nouveau coupée. Je me suis arrêtée de marcher si brusquement que Sophie, qui marchait un peu devant moi, s'est retournée avec une expression perplexe. « Nadine, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez l'air sur le point de vous évanouir. »
C'était le cas. Le monde semblait tanguer et je sentais le sang quitter mon visage. Les mots de la femme résonnaient dans ma tête. Elle a tué Henri. Et vous êtes la prochaine. C'était insensé. Henri était mort d'une crise cardiaque. Les médecins avaient été très clairs. Il se plaignait de douleurs thoraciques depuis des semaines, malgré mes supplications pour qu'il voie un cardiologue. Quand c'est finalement arrivé, c'était soudain, mais pas inattendu. Et Sophie, la douce et attentionnée Sophie, qui m'avait tenu la main à chaque rendez-vous chez le médecin, chaque nuit d'insomnie quand Henri souffrait. Sophie qui avait organisé toutes les funérailles d'aujourd'hui parce que j'étais trop anéantie pour fonctionner. L'idée était ridicule. Je suis juste fatiguée, ai-je réussi à dire. Cette journée a été... Je sais. La voix de Sophie était pleine de compassion alors qu'elle passait son bras autour de ma taille me soutenant. Pas besoin d'expliquer. Allons vous mettre au chaud et au calme. Nous avons atteint sa voiture, une berline allemande noire et élégante, qui m'avait toujours mise un peu mal à l'aise. Trop cher, trop tape à l'œil pour quelqu'un qui prétendait avoir des difficultés financières, comme Sophie le faisait toujours. Mais Marc gagnait bien sa vie dans son cabinet d'expertise comptable. Et Sophie avait son agence immobilière. Peu, est-ce que j'étais juste démodée avec l'argent. Alors que Sophie m'aidait à m'installer sur le siège passager, mon téléphone a vibré. Un message, encore le numéro masqué. Elle a drogué son café chaque matin pendant 3 semaines. Ça a affaibli son cœur. Vérifiez son pilulier. Elle a remplacé ses médicaments pour le cœur par des comprimés de sucre. Vous avez peu être 6 heures avant qu'elle ne vous fasse la même chose. J'ai vite effacé le message avant que Sophie ne puisse le voir. Mais mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le téléphone. C'était de la folie. Quelqu'un me faisait une blague de très mauvais goût, profitant de mon chagrin pour me tourmenter. Mais pourquoi? Et comment savait-il pour les médicaments d'Henri? Comment connaissait-il le nom de Sophie? Prête? A demandé Sophie en démarrant le moteur. Le chauffage s'est immédiatement mis en marche, réchauffant mes doigts gelés. En fait, ai-je dit, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru, je crois que je veux rentrer chez moi, dans ma maison. L'expression de Sophie a changé, de façon presque imperceptible. Si je ne l'avais pas observé si attentivement, je l'aurais pu être manqué. Pendant une fraction de seconde, son sourire a vacillé et quelque chose de froid a brillé dans ses yeux. « Oh, ma chérie, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Vous ne devriez pas être seule en ce moment, surtout pas dans cette grande maison vide. Pourquoi ne viendriez-vous pas rester avec Marc et moi quelques jours? J'ai déjà préparé la chambre d'amis. C'est très gentil, mais j'ai besoin d'être entourée des affaires d'Henri. J'ai besoin de me sentir proche de lui. Nadine. » La voix de Sophie était toujours douce, mais il y avait une fermeté nouvelle. Je pense vraiment que vous devriez reconsidérer. Le chagrin peut rendre les gens imprévisibles. Et si vous tombiez dans les escaliers? Et si vous oubliez d'éteindre le gaz? Marc ne me le pardonnerait jamais s'il vous arrivait quelque chose. La partie rationnelle de mon cerveau savait qu'elle avait raison. La maison semblait bien trop grande et vide, sans Henri. Et j'oubliais des petites choses ces derniers temps, où j'avais mis mes clés, si j'avais pris mes vitamines. Mais quelque chose dans la façon dont Sophie insistait, la façon dont elle semblait avoir déjà décidé où j'allais passer la nuit, me mettait mal à l'aise. J'apprécie votre inquiétude, mais je rentre chez moi. Sophie est restée silencieuse un long moment, ses mains agrippant le volant plus fort que nécessaire. Finalement, elle a soupiré. D'accord, mais je reste avec vous cette nuit. Je n'accepterai pas de refus. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a de nouveau sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Numéro masqué. Mon cœur s'est emballé, mais je ne pouvais pas répondre avec Sophie assise juste à côté de moi. « Vous n'allez pas répondre ?» a demandé Sophie, sa voix faussement décontractée. Probablement encore un démarcheur. Je vais laisser le répondeur. Mais alors que nous roulions vers ma maison, je ne pouvais me défaire du sentiment que je commettais une terrible erreur. Dès que nous nous sommes garés dans mon allée, j'ai su que j'avais fait une erreur. Pas celle de rentrer chez moi. Être ici me semblait juste. Comme si la présence d'Henri flottait encore dans les murs familiers. Non. Mon erreur était d'avoir laissé Sophie venir avec moi. Quelque chose avait changé dans son attitude pendant les 20 minutes de trajet depuis le cimetière. Le masque de la belle-fille concernée était toujours là, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus dur, de plus calculateur. « Pourquoi n'iriez-vous pas vous reposer pendant que je nous prépare une tisane ?» a suggéré Sophie en m'aidant à sortir de la voiture. Sa prise sur mon bras était plus ferme que nécessaire, presque possessive. « Je peux me faire ma propre tisane, Sophie. Je suis en deuil, pas invalide. » Elle a ri, mais le son était forcé. « Bien sûr que vous pouvez. Je pensais juste que vous aimeriez vous détendre un peu. Cette journée a été si épuisante.
En nous approchant de la porte d'entrée, j'ai remarqué que Sophie portait un sac de voyage que je ne l'avais pas vu préparer. Qu'en l'avait-elle pris? Était-il dans sa voiture depuis le début, comme si elle avait prévu de rester quoi que je décide? À l'intérieur, la maison semblait différente. Tout était à sa place. Les lunettes de lecture d'Henri sur la table basse, sa tasse de café encore dans l'évier du matin où il était mort 3 jours plus tôt, mais l'air semblait plus lourd, chargé d'une tension que je ne pouvais pas identifier. « Vous savez quoi ?» a dit Sophie, posant son sac dans le couloir et se dirigeant immédiatement vers la porte d'entrée. « Laissez-moi juste fermer à clé pour la nuit. On n'est jamais trop prudent de nos jours. » Je l'ai regardé tourner le pêne dormant, puis glisser le verrou à chaîne. Quand avais-je fait installer un verrou à chaîne? Je ne me souvenais pas en avoir un. Mais là encore, ma mémoire n'était pas fiable ces derniers temps. Le chagrin affectait tout, me faisant douter de choses que j'aurais dû savoir. « Voilà », dit Sophie avec satisfaction, bien en sécurité. Elle se déplaçait dans la maison avec une familiarité étrange, comme si elle avait planifié ce moment. Dans la cuisine, elle a ouvert des placards que j'utilisais rarement, sortant une bouilloire que j'avais oubliée et du miel d'une étagère que je pouvais à peine atteindre. Comment savait-elle où tout se trouvait? « Asseyez-vous, Nadine, vous avez l'air épuisée. » J'étais épuisée jusqu'à la moelle, une fatigue de l'âme que je n'avais jamais connue. La chaise de la cuisine m'a paru être une bénédiction alors que je m'y suis laissée tomber, permettant enfin à mon corps de se détendre pour la première fois de la journée. C'est là que j'ai remarqué que Sophie me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Ce n'était plus de l'inquiétude. C'était quelque chose de plus proche de la satisfaction. « Sophie, je peux vous demander quelque chose ?»« Bien sûr, ma chérie, n'importe quoi. »« Comment saviez-vous où je range le miel ?»« Je me souviens à peine en avoir acheté. » Elle n'a pas sourcillé. Marc l'a mentionné une fois. Il a dit que vous gardiez toujours du miel dans le placard au-dessus du micro-ondes parce que Henri aimait en mettre dans son café. Cela semblait plausible, mais quelque chose dans sa réponse sonnait faux, comme une réplique apprise par cœur. Et Henri était diabétique depuis 10 ans. Il n'avait pas touché au miel pendant tout ce temps. Mon téléphone que j'avais posé sur le comptoir a vibré à nouveau. Un message. Sophie a jeté un coup d'œil, ses yeux se plissant légèrement. « Vous êtes populaire aujourd'hui. » C'est le 4e appel depuis que nous avons quitté le cimetière. J'ai saisi le téléphone avant qu'elle ne puisse voir l'écran. Le message provenait du même numéro masqué. Regardez dans le pilulier d'Henri. Étagère du haut de l'armoire de la salle de bain. Comparez les pilules avec les étiquettes des ordonnances. Faites-le maintenant, pendant qu'elle est distraite. Mes mains se sont remises à trembler. Soit quelqu'un me jouait un tour incroyablement cruel, soit. Je ne voulais pas penser au soit. « Tout va bien ?» a demandé Sophie, se rapprochant de moi. Trop près. Juste quelqu'un de l'entreprise de pompes funèbres pour les détails de la facture finale. « Oh ! Ne vous inquiétez pas de ça maintenant. Marc et moi nous occupons de tout. Vous ne devriez pas avoir à penser à l'argent dans un moment comme celui-ci. » La bouilloire a sifflé et Sophie s'est détournée pour verser l'eau. Pendant qu'elle avait le dos tourné, j'ai rapidement lu le reste du message. Elle l'empoisonne lentement depuis des semaines. Médicaments pour le cœur remplacés par des pilules de lactose. Café contenant de la digitaline pour faire passer l'insuffisance cardiaque pour naturelle. Vous êtes la prochaine. Sortez de là maintenant. Ma vision a commencé à se brouiller. Un instant, j'ai cru que j'allais vraiment m'évanouir. C'était pas possible. Des choses comme ça n'arrivaient pas à des gens comme moi, dans un quartier résidentiel tranquille où le plus grand drame était généralement une poubelle mal garée. Mais en regardant Sophie préparer la tisane, j'ai remarqué qu'elle faisait très attention à la tasse qu'elle utilisait. Elle avait 2 tasses identiques et elle mettait délibérément du miel dans une seule d'entre elles. « La mienne. Voilà pour vous, » dit-elle en posant la tasse fumante devant moi. « Camomille et miel, exactement comme Henri vous l'a préparé. Henri ne m'avait jamais fait de tisane au miel. Il était diabétique. Jamais il n'aurait gardé de miel à la maison et encore moins l'aurait-il utilisé dans ce qu'il me servait. « Merci, » ai-je dit, sans prendre la tasse. « Je crois que j'ai besoin d'aller aux toilettes d'abord. »« Bien sûr, prenez votre temps. » Je me suis levée lentement, espérant qu'elle ne verrait pas à quel point mes jambes tremblaient. Le trajet jusqu'à la salle de bain m'a semblé durer une éternité. Mais je sentais les yeux de Sophie sur moi tout le long. Dans la salle de bain, j'ai fermé la porte et je me suis immédiatement dirigée vers l'armoire à pharmacie. Là, sur l'étagère du haut, se trouvait le pilulier hebdomadaire d'Henri, la même boîte en plastique bleu qu'il utilisait depuis 5 ans pour organiser ses médicaments. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert le compartiment du jour. Les pilules à l'intérieur n'étaient pas les bonnes. Le médicament pour le cœur d'Henri était censé être petit, blanc, avec une ligne de sécabilité distinctive au milieu. Ces pilules étaient blanches aussi, mais elles étaient rondes et lisses.
J'ai sorti l'une des boîtes de médicaments d'Henri pour comparer. Les pilules dans le pilulier étaient complètement différentes de celles dans la boîte. J'ai ouvert les autres compartiments, vérifiant chaque jour de la semaine. Tous contenaient les mauvaises pilules. Quelqu'un avait systématiquement remplacé les médicaments vitaux d'Henri parce qu'ils ressemblaient à... J'ai pris une des fausses pilules et je l'ai examinée de près. On aurait dit des comprimés de lactose, le genre qu'on peut acheter dans n'importe quelle pharmacie. Mon mari mourait lentement depuis des semaines et je n'avais rien su. Un léger coup à la porte de la salle de bain m'a fait sursauter. « Nadine, tout va bien là-dedans ? Vous êtes partie depuis un bon moment. » « Je vais bien, ai-je répondu, bien que ma voix semble étranglée, juste un peu étourdie. « Venez boire votre tisane, ça vous aidera à vous sentir mieux. » J'ai vite remis le pilulier exactement où je l'avais trouvé et j'ai tiré la chasse d'eau pour maintenir l'illusion. Quand j'ai ouvert la porte, Sophie se tenait juste derrière, plus près qu'elle n'aurait dû. « Mieux ?» a-t-elle demandé, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Beaucoup mieux, merci. » De retour dans la cuisine, la tisane fumait encore sur la table. Sophie m'avait attendue, sa propre tasse intacte. « Buvez, dit-elle en s'installant sur la chaise en face de moi. Vous devez vous hydrater. » J'ai pris la tasse, l'ai portée à mes lèvres et j'ai fait semblant de boire une gorgée. Le liquide était tamé sous le miel, avec un goût métallique qui n'était certainement pas de la camomille. « C'est délicieux, ai-je menti, en reposant la tasse. Mais peut être encore un peu trop chaud. » L'expression de Sophie a été traversée par un éclair d'agacement, mais elle l'a rapidement masquée par un autre sourire. « Bien sûr, laissez-la refroidir un peu. » Elle s'est levée et s'est approchée de la fenêtre de la cuisine, regardant le ciel qui s'assombrissait. C'est là que j'ai remarqué autre chose qui m'a glacé le sang. Sophie portait des gants, de fins gants en latex couleur chair que je n'avais pas remarqué avant parce qu'ils se fondaient parfaitement avec sa peau. Pourquoi quelqu'un porterait-il des gants pour faire une tisane ? Sauf s'il ne voulait pas laisser d'empreinte. Mon téléphone a de nouveau vibré et cette fois, Sophie s'est déplacée rapidement pour l'intercepter, mais j'ai été plus rapide, l'attrapant avant qu'elle ne puisse l'atteindre. « Sylvie ?» a demandé Sophie, en lisant le nom sur l'écran. « Qui est Sylvie ?» Je ne connaissais personne nommé Sylvie. Le numéro masqué s'était apparemment enregistré dans mes contacts sous ce nom. « Une vieille amie », ai-je dit en refusant l'appel. « Je lui parlerai demain. » Mais toute l'attitude de Sophie avait changé. Le masque de l'inquiétude était tombé, et ce que j'ai vu en dessous m'a asséché la bouche de peur. Ses yeux étaient froids, calculateurs et complètement dépourvus de la chaleur qu'elle m'avait montrée toute la journée. « Nadine, dit-elle lentement, je pense que vous devriez boire votre tisane maintenant. Ce n'était plus une suggestion, c'était un ordre. » Et c'est là que j'ai remarqué qu'elle s'était placée entre moi et la seule sortie de la cuisine. « Je n'ai plus vraiment soif, ai-je dit, en repoussant légèrement la tasse. » Ma voix semblait plus stable que je ne me sentais, ce qui était un petit miracle étant donné que mon cœur martelait mes côtes comme un oiseau en cage. Le sourire de Sophie était fin comme une lame de rasoir maintenant. Toute prétention de chaleur avait disparu. « Mais vous devez vous hydrater, Nadine, surtout après une journée aussi stressante. Henri aurait voulu que vous preniez soin de vous. » La façon dont elle a prononcé le nom d'Henri m'a donné la chair de poule. Il y avait de la possession dans sa voix. De la propriété, comme si elle avait un droit sur la mémoire de mon mari qui surpassait le mien. « Depuis combien de temps préparez-vous cela ?» La question est sortie avant que je puisse l'arrêter. Sophie a penché la tête, feignant la confusion, mais je pouvais voir le calcul derrière ses yeux. « Préparer quoi, ma chérie ? J'essaie juste de prendre soin de vous. Les pilules, les médicaments d'Henri. Depuis combien de temps les remplaciez-vous ?» Pendant un instant, la cuisine fut complètement silencieuse. À l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du tic-tac de l'horloge murale que Henri m'avait offerte pour notre 20e anniversaire. Sophie me fixait avec ses yeux froids et je pouvais presque l'avoir décidé si elle devait continuer la comédie ou tout laisser tomber. Elle a choisi de tout laisser tomber. 6 semaines, a-t-elle dit simplement, sa voix désormais dépourvue de toute chaleur ou de préoccupation artificielle. Ça aurait dû être plus rapide, mais Henri était plus observateur que je le pensais. Il a commencé à poser des questions, à se demander pourquoi il se sentait de plus en plus mal au lieu de mieux. La manière désinvolte avec laquelle elle l'a admis m'a frappé comme un coup de poing. 6 semaines. Mon mari avait souffert pendant 6 semaines, son corps défaillant lentement alors que ses médicaments pour le cœur étaient systématiquement remplacés par des pilules inutiles. Et j'avais attribué son déclin au stress et à l'âge. Pourquoi ? Le mot est sorti comme un murmure à peine audible. Sophie a ri, et le son n'avait rien à voir avec celui de la belle fille douce et attentionnée que je pensais connaître. Ce rire était aigu et amer, plein d'années de ressentiments que je n'avais jamais soupçonnés.
Pourquoi, à votre avis, Nadine? L'argent. C'est toujours une question d'argent, n'est-ce pas? Avez-vous la moindre idée de ce que c'est que de vous regarder, vous et Henri, vivre dans cette belle maison, prendre des vacances, acheter tout ce que vous voulez, pendant que Marc et moi nous battons pour payer notre loyer? Mais Marc a un bon travail, et votre agence immobilière. Mon agence immobilière est en faillite. Depuis 2 ans. Et le bon travail de Marc couvre à peine nos dépenses de base, sans parler du style de vie que je mérite. Sophie s'est approchée de moi et je me suis instinctivement enfoncée dans ma chaise. Savez-vous quelles sont nos dépenses mensuelles? Savez-vous ce que coûte de maintenir une image de succès quand on est noyé sous les dettes? Je pensais à la voiture allemande, aux vêtements de marque, aux restaurants chers dont Sophie parlait toujours sur les réseaux sociaux. J'avais supposé qu'elle et Marc s'en sortaient bien. Je n'avais jamais pensé à remettre cela en question. Alors, vous avez décidé de tuer mon mari pour un héritage qui n'est même pas le vôtre. Oh, mais il le sera. Voyez-vous, Henri a été très généreux en mettant à jour sa police d'assurance vie. Après notre mariage, il s'est assuré que je sois inscrite comme bénéficiaire secondaire sur tout. Et une fois que vous serez parti, elle a haussé les épaules comme si elle parlait de la météo. La pièce a commencé à tourner et je me suis agrippée au bord de la table pour me stabiliser. Marc est au courant de ça? L'expression de Sophie a légèrement changé et pour la première fois, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être une véritable émotion traverser son visage. Marc ne sait rien. Il pense que son père est mort de cause naturelle et il pensera la même chose de vous, pauvre Marc. Perdre ses 2 parents si rapprochés. Le stress sera terrible pour lui, mais je serai là pour le réconforter. Vous êtes folle. Je suis pragmatique. Sophie s'est dirigée vers un tiroir de la cuisine et en a sorti une petite fiole remplie d'un liquide clair. C'est de la digitaline extraite de plants de digital. À petite dose, sur la durée, cela imite les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Le médecin d'Henri n'a jamais rien soupçonné, car ses antécédents médicaux appuyaient le diagnostic. J'ai regardé avec horreur tandis qu'elle approchait ma tasse de tisane avec la fiole. L'avantage, c'est que c'est pratiquement indétectable dans les tests post-mortem standards, surtout quand la victime a déjà des antécédents de problèmes cardiaques, ce qui est votre cas, n'est-ce pas Nadine? Ces battements de cœur irréguliers que vous avez mentionnés au médecin le mois dernier, elle avait raison. J'avais eu des palpitations pendant des semaines, que j'avais attribuées au stress de voir la santé d'Henri décliner. Mais maintenant, je me demandais si elle n'avait pas testé de petites doses sur moi aussi. Vous m'empoisonniez déjà. Juste de petites touches ici et là. Quelques gouttes dans votre café quand je vous rendais visite. Un peu dans ce gratin que j'ai apporté la semaine dernière. Je devais établir un schéma, créer des antécédents médicaux qui appuieraient votre inévitable crise cardiaque. Mon téléphone, toujours sur la table entre nous, s'est soudainement mis à sonner. Sophie l'a regardé, et son visage s'est assombri quand elle a de nouveau vu Sylvie sur l'identifiant de l'appelant. Qui est Sylvie, Nadine? Et ne me mentez pas cette fois. Je ne sais sincèrement pas. Elle n'arrête pas de m'appeler toute la journée pour me mettre en garde contre vous. Le visage de Sophie est devenu blême. Vraiment blême, comme si tout le sang avait quitté ses traits d'un seul coup. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Que vous aviez tué Henri, que j'étais la prochaine, que vous prépariez ça depuis des mois, décrivez sa voix, plus âgée, rauque, comme si elle fumait depuis des années. J'ai observé attentivement la réaction de Sophie. Vous savez qui c'est, n'est-ce pas? Sophie est restée silencieuse un long moment, fixant le téléphone comme si c'était un serpent venimeux. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine audible. Ça ne peut pas être elle. Elle est censée être sur la Côte d'Azur. Qui? Sophie. Qui est censé être sur la Côte d'Azur? Au lieu de répondre, Sophie a attrapé mon téléphone et a répondu à l'appel en mettant le haut-parleur. Bonsoir Sophie. La voix était exactement comme je m'en souvenais, âgée, rauque, avec une pointe d'acier. Sylvie. La voix de Sophie était tendue, pleine d'une panique à peine maîtrisée. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu t'éloignes de Nadine et que tu sortes de cette maison immédiatement. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu te mêles. Oh, mais si, je sais exactement ce que tu as fait à Henri. Je sais pour les pilules, la digitaline, tout, je t'observe depuis des semaines. La main de Sophie tremblait en tenant le téléphone. Tu ne peux rien prouver. Vraiment? J'ai des photos de toi en train d'échanger les pilules d'Henri, une vidéo de toi ajoutant de la digitaline à son café, et j'ai un enregistrement très détaillé de la conversation que tu viens d'avoir avec Nadine, où tu as tout avoué. Mon cœur a raté un battement. Un enregistrement? Comment aurait-elle pu nous enregistrer? C'est impossible. Tu bluffes. Vérifie le téléphone de Nadine, Sophie. Regarde les applications. J'ai été connectée tout ce temps.
Sophie a attrapé mon téléphone et a commencé à faire défiler frénétiquement les écrans. Son visage est passé du blanc au vert lorsqu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Tu as installé une application d'enregistrement sur son téléphone. J'ai installé plusieurs choses sur son téléphone. Localisation GPS, accès à distance à la caméra et au micro, sauvegarde automatique de tout sur le cloud. Je documente chacun de tes mouvements depuis le jour de la mort d'Henri. Sophie m'a regardée avec une haine pure. Depuis, quand êtes-vous au courant ? Je ne savais rien, ai-je dit honnêtement. Je n'ai jamais revu cette femme de ma vie. Mais moi, je vous ai vu, Nadine. La voix de Sylvie est passée par le haut-parleur. De nombreuses fois, même si je ne m'attends pas à ce que vous vous souveniez de moi. Quelque chose dans sa voix a ravivé un souvenir que je n'arrivais pas à situer. Familier mais doux. J'ai été la secrétaire d'Henri pendant 15 ans, jusqu'à ma retraite il y a 3 ans. Il parlait de vous constamment, me montrait des photos de chaque anniversaire, de chaque fête, de chaque vacances. Vous étiez son monde entier. Le souvenir m'a frappé comme un éclair. Sylvie Martin, la secrétaire d'Henri, qui avait pris sa retraite et déménagé sur la Côte d'Azur pour se rapprocher de ses petits-enfants. Je l'avais rencontrée des dizaines de fois lors de fêtes d'entreprise et de dîners de départ à la retraite. Mais elle avait l'air si différente maintenant, plus âgée, plus mince. Sa voix changeait par ce qui semblait être des années de tabagisme. « Sylvie, mais vous avez déménagé, c'est vrai, mais Henri m'a appelé il y a 2 mois. Il s'inquiétait pour Sophie. Il avait des soupçons sur des irrégularités dans ses médicaments. Il m'a demandé de revenir et de garder un œil sur la situation. Sophie a laissé échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. Il savait, il se doutait. Il ne voulait pas croire que sa propre belle-fille puisse être capable d'une telle chose. Mais il ne pouvait ignorer les preuves. C'est pourquoi il a changé son testament 3 semaines avant de mourir. Quoi ? Sophie et moi avons parlé en même temps. Henri a ajouté une clause à son testament chez le notaire. Si lui ou Nadine mourait dans des circonstances suspectes à moins de 5 ans d'intervalle, tous les biens iraient à des œuvres de charité au lieu des membres de la famille. Sophie, même si tu avais réussi à les tuer tous les deux, tu n'aurais pas touché un centime. Sophie a fixé le téléphone en état de choc absolu. Tout ça, les mois de planification, le meurtre lent de mon mari, la tentative sur ma vie, tout ça pour rien. Et c'est là qu'elle a complètement craqué. Le son qui est sorti de la gorge de Sophie était à peine humain. C'était un hurlement de rage et de frustration qui semblait venir du plus profond de sa poitrine. Elle a attrapé la tasse de tisane empoisonnée et l'a projetée contre le mur de la cuisine où elle s'est brisée en dizaines de morceaux, laissant une tache brune sur la peinture blanche. Tout ça pour rien ? Hâtez, elle criait. De la salive volant de ses lèvres. Des mois de planification. Des mois à regarder ce vieil homme mourir lentement. Et pourquoi ? Pour rien. Je me suis tassée sur ma chaise, terrifiée par la transformation complète qui s'opérait devant moi. C'était plus la femme contrôlée et calculatrice qui avait calmement avoué un meurtre quelques minutes plus tôt. C'était quelqu'un qui avait perdu tout contact avec la réalité. Sophie, la voix de Sylvie, est venue à travers le haut-parleur du téléphone, calme et ferme. La police est déjà en route. Tu dois arrêter ça maintenant, avant d'aggraver les choses pour toi. Aggraver ? Sophie a ri, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Comment cela pourrait-il être pire ? Mon mari pense que je suis une agent immobilier à succès. Je lui mens depuis 2 ans sur l'argent que je gagne. Nous avons 3 mois de loyer de retard. Nos cartes de crédit sont plafonnées. Et je viens de passer 6 semaines à assassiner lentement son père pour un héritage que je ne verrai jamais. Elle a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine comme un animal en cage, ses mouvements erratiques et imprévisibles. Je la gardais à l'œil, essayant d'anticiper ses mouvements, mais cherchant aussi désespérément une issue. La porte d'entrée était verrouillée, et Sophie se tenait entre moi et la porte arrière. Et maintenant, a continué Sophie, sa voix montant jusqu'à un quasi-cri, maintenant je vais en prison pour meurtre. Marc découvrira tout et je perdrai la seule bonne chose que j'ai jamais eue dans ma misérable vie. Tu as encore le choix, Sophie, a dit Sylvie à travers le téléphone. Tu peux te rendre pacifiquement. Tu peux prendre un avocat. Tu peux. La fermer! Sophie a attrapé le téléphone et l'a jeté contre le mur à côté de l'endroit où la tasse s'était brisée. L'écran est devenu noir et soudain. La cuisine a été remplie d'un silence inquiétant. Sophie se tenait là, respirant lourdement, fixant le téléphone cassé. Quand elle s'est tournée pour me regarder, ses yeux étaient complètement fous. « Mais toi, dit-elle lentement, en me montrant du doigt, tu es toujours là. Et si je tombe, je ne tomberai pas seule. » Elle s'est dirigée vers le tiroir de la cuisine d'où elle avait sorti la digitaline. Mais cette fois, elle en a sorti quelque chose qui m'a glacé le sang.
un grand couteau à découper, celui qu'Henri utilisait pour trancher le poulet rôti chaque dimanche. Sophie, s'il te plaît, pense à Marc. Pense à ce que cela va lui faire. Marc s'en remettra. Il fera le deuil de son père et de sa belle-mère. Et puis il passera à autre chose et trouvera quelqu'un qui le mérite vraiment. Quelqu'un qui n'est pas une menteuse, une manipulatrice, une ratée. Le couteau brillait sous les lumières de la cuisine alors qu'elle faisait un pas de plus vers moi. Je pouvais voir des feuilles de tisane séchées et des fragments de céramique de la tasse cassée éparpillés sur le sol autour de mes pieds. Mais si vous me tuez, ils sauront que ce n'était pas de cause naturelle. Sylvie a des enregistrements de tout, la police saura que vous m'avez assassiné. Je m'en fiche maintenant. Au moins, de cette façon, la précieuse femme d'Henri ne vivra pas heureuse jusqu'à la fin de ses jours pendant que je moisirai en prison. Elle a levé le couteau, et j'ai su que j'avais quelques secondes pour agir. Mes yeux sont tombés sur les restes brisés de la tasse de thé près de mes pieds. Sans réfléchir, j'ai attrapé le plus grand morceau que je pouvais atteindre et je le lui ai lancé au visage. Il l'a frappé juste au-dessus de l'œil gauche, ouvrant une entaille qui a immédiatement commencé à saigner. Sophie a crié et a reculé en titubant, le couteau tombant sur le sol avec un bruit sourd, alors qu'elle portait ses mains à son visage. Je n'ai pas attendu de voir à quel point je l'avais blessée. J'ai foncé vers la porte arrière, mes doigts arthritiques, tâtonnant avec le verrou. Derrière moi, j'entendais Sophie jurer et chercher quelque chose à tâtons sur le sol, probablement le couteau. Le verrou a finalement tourné et j'ai ouvert la porte d'un coup sec, me précipitant dans la nuit froide d'octobre. Mes pieds nus ont heurté la terrasse en bois et j'ai réalisé que j'avais laissé mes chaussures à l'intérieur, mais il n'était pas question de retourner les chercher. Sale. La voix de Sophie m'a suivie dans l'obscurité. « Tu ne m'échapperas pas !» J'ai couru vers la maison de mes voisins. Les Dubois, mes pieds déjà engourdis par le béton froid de l'allée. Les Dubois étaient un couple plus âgé qui se couchait tôt, mais leur lumière de porche était encore allumée. J'ai martelé leur porte d'entrée avec mes 2 poings. « Aidez-moi, s'il vous plaît, quelqu'un essaie de me tuer. » Derrière moi, j'ai entendu les pas de Sophie sur l'allée. Elle me suivait et elle avait toujours le couteau. La lumière du porche de la maison des Dubois s'est allumée et j'ai entendu le bruit de plusieurs verrous qu'on ouvrait. Monsieur Dubois a ouvert la porte juste assez pour jeter un coup d'œil, ses cheveux gris en désordre et ses yeux écarquillés d'alarme. « Nadine, mais qu'est-ce qui se passe ? Appelez la police !» ai-je haleté, le poussant pour entrer dans la sécurité de son salon. « Sophie essaie de me tuer. Elle a assassiné Henri. » Madame Dubois est apparue en robe de chambre, se dirigeant déjà vers le téléphone. « Qu'est-ce qui se passe ?» on a entendu crier. « Elle a empoisonné mon mari et maintenant elle essaie de me tuer aussi. S'il vous plaît, appelez la police. » Monsieur Dubois a verrouillé la porte derrière moi et a regardé à travers les stores. « Il y a quelqu'un dans votre jardin, Nadine. Elle a quelque chose dans la main. » À travers les murs, fin de la maison des Dubois, nous pouvions entendre Sophie crier mon nom, sa voix portant clairement dans la nuit. « Nadine, sors de là! Tu ne peux pas te cacher éternellement. Je brûlerai tout le quartier s'il le faut. » Madame Dubois était déjà au téléphone avec le dit à 7, leur donnant notre adresse et expliquant la situation aussi calmement qu'elle le pouvait. Je me suis effondrée sur leur canapé, mes jambes me lâchant enfin sous l'effet de l'adrénaline et de la terreur. « Ils sont en route », a dit Madame Dubois, s'asseyant à côté de moi et enroulant une couverture autour de mes épaules. Ils ont dit de rester à l'intérieur et de garder les portes verrouillées. Et Sophie ? Et si elle essaie d'entrer ? Elle n'essaiera pas, a dit Monsieur Dubois d'un ton sombre. Il regardait toujours par la fenêtre, mais maintenant il tenait son vieux fusil de chasse. Je l'ai à l'œil. Elle est dans votre allée, mais elle ne s'est pas approchée de notre maison. Nous sommes restés assis dans un silence tendu pendant ce qui a semblé des heures, mais n'a probablement duré que quelques minutes. Sophie avait cessé de crier, ce qui rendait tout encore plus effrayant. Que préparait-elle maintenant ? Finalement, nous avons entendu le son des sirènes qui approchaient. Des lumières rouges et bleues ont commencé à clignoter à travers les fenêtres des Dubois, peignant les murs de couleurs alternées. « Ils sont là », a dit Madame Dubois en me serrant la main. À travers la fenêtre, nous avons vu 2 voitures de police se garer dans mon allée. Sophie était toujours là, mais elle avait lâché le couteau et se tenait simplement immobile au milieu de l'allée, comme en transe. Les policiers se sont approchés d'elle avec précaution, leurs mains sur leurs armes, mais sans les dégainer. L'un d'eux lui parlait, bien que nous ne puissions pas entendre ce qu'il disait depuis l'intérieur de la maison des Dubois. Sophie n'a pas résisté quand ils lui ont mis les menottes. Elle est restée là comme une poupée de chiffon, fixant le sol. Madame un coup a retenti à la porte des Dubois. « Police nationale, nous croyons savoir que Madame Morel est à l'intérieur. » Monsieur Dubois a ouvert la porte et je me suis retrouvée face à un jeune inspecteur qui semblait à peine assez âgé pour avoir fini l'école de police.
Madame Morel, je suis l'inspecteur Renaud. Nous avons la suspecte en garde à vue, mais nous devons prendre votre déposition sur ce qui s'est passé ce soir. J'ai regardé ma maison, où d'autres voitures de police arrivaient et où un ruban de scène de crime était déjà en train d'être installé autour du jardin. Demain, tout cela serait terminé. Sophie sera en prison. La vérité sur la mort d'Henri éclaterait et je serais enfin en sécurité. Mais ce soir-là, assise dans le salon de mes voisins, enveloppée dans une couverture empruntée, j'ai réalisé que même si j'avais survécu, plus rien ne serait jamais comme avant. La salle d'attente du commissariat sentait le café froid et le désinfectant industriel. J'étais assise sur la même chaise en plastique inconfortable depuis 3 heures, donnant déposition après déposition à inspecteur après inspecteur. Mes pieds étaient bandés à cause de ma course pieds nus sur le gravier, et je portais un pull donné par le service des objets trouvés du commissariat car mes vêtements avaient été saisis comme preuve. L'inspectrice principale, une femme nommée Duval, était assise en face de moi avec un épais dossier et un enregistreur numérique. C'était une petite femme aux yeux bienveillants, mais il y avait de l'acier sous son apparence douce. Je sais que c'est difficile, Madame Morel, mais nous devons revoir la chronologie des événements concernant votre mari une fois de plus. Quand avez-vous remarqué les premiers changements dans son état ? J'ai fermé les yeux, essayant de me souvenir. Les 6 dernières semaines ressemblaient à un brouillard de rendez-vous médicaux et de nuits blanches. Peut être début septembre. Il a commencé à se plaindre d'être plus fatigué que d'habitude. Son médecin a augmenté la dose de ses médicaments, mais il semblait aller de plus en plus mal. Et Sophie était présente lors de ces rendez-vous médicaux ? La plupart du temps. Elle était très serviable, en fait. Elle prenait des notes, posait des questions que j'oubliais de poser. Je pensais qu'elle était une belle fille attentionnée. L'ironie de la situation me donnait la nausée. Sophie avait documenté le déclin d'Henri, non par inquiétude, mais pour s'assurer que son plan meurtrier fonctionnait. L'inspectrice Duval a pris des notes dans son dossier. Nous avons trouvé la digitaline dans le sac à main de Sophie, ainsi qu'une petite fiole de ce qui semble être du lactose en poudre, la substance qu'elle utilisait pour remplacer les médicaments pour le cœur de votre mari. Nous avons aussi trouvé un journal détaillé documentant ses symptômes et sa chronologie de l'empoisonnement. Elle tenait un journal, très détaillé. Date, dosage, réaction d'Henri. Elle a même écrit ses inquiétudes sur le fait que le processus prenait trop de temps et qu'Henri devenait méfiant. L'idée de Sophie, assise quelque part, écrivant calmement sur la souffrance de mon mari comme si c'était une expérience scientifique, me rendait physiquement malade. « Il y a autre chose », a dit doucement l'inspectrice Duval. « Nous devons vous parler de Sylvie Martin. Mon cœur a raté un battement. Va-t-elle bien ? Je lui dois la vie. » Elle va bien, mais son histoire est compliquée. L'inspectrice a ouvert un autre dossier. Sylvie Martin a bien travaillé comme secrétaire d'Henri pendant 15 ans. Elle a bien pris sa retraite et a déménagé sur la Côte d'Azur, mais elle n'est jamais partie de la région. Je ne comprends pas. Elle vit dans un petit appartement à environ 10 km d'ici. Elle surveille votre maison depuis 2 mois, prenant des photos, rassemblant des preuves. Elle a installé du matériel de surveillance sur votre propriété sans que vous le sachiez. J'ai senti le sang quitter mon visage. Elle nous harcelait. Pas exactement. Henri l'a bien appelée comme elle l'a dit, mais pas parce qu'il se méfiait de Sophie. Il l'a appelée parce qu'il s'inquiétait pour vous. Pour moi, l'inspectrice Duval a sorti la transcription d'un appel téléphonique. Nous avons trouvé ceci dans les archives téléphoniques d'Henri. C'est une conversation entre Henri et Sylvie datant d'il y a 6 semaines. Elle m'a tendu le papier et j'ai lu les mots d'Henri avec une confusion grandissante. « Sylvie, je m'inquiète pour Nadine. Elle agit bizarrement ces derniers temps, oublie des choses, se perd dans des tâches simples. Je pense qu'elle développe peut être une forme de démence, mais elle refuse de voir un médecin. Je ne sais pas quoi faire. S'il m'arrive quelque chose, j'ai besoin de savoir que quelqu'un veille sur elle. » Mes mains se sont mises à trembler, mais je n'ai pas de démence. Sophie me droguait aussi. Nous le savons maintenant, mais Henri ne le savait pas. Il croyait sincèrement que vous développiez des problèmes de mémoire. Et il a demandé à Sylvie de garder un œil sur vous s'il lui arrivait quelque chose. Alors quand il est mort, Sylvie a commencé à surveiller votre maison, cherchant des signes que vous aviez besoin d'aide. C'est là qu'elle a remarqué le comportement inhabituel de Sophie. Les visites tard le soir, la façon dont elle transportait toujours de petites fioles ou des boîtes de pilules, le fait qu'elle semblait avoir des clés de votre maison que vous ne connaissiez pas. Je pensais à toutes les fois où Sophie était arrivée à l'improviste, toujours avec une explication toute prête. J'avais mis cela sur le compte de son dévouement, mais je réalisais maintenant qu'elle venait vérifier l'état d'Henri et continuer à nous empoisonner tous les deux. Sylvie a commencé à prendre des photos et des vidéos.
Quand elle a vu Sophie échanger les pilules d'Henri, elle a su qu'elle devait agir. Mais elle avait besoin de preuves solides avant de pouvoir aller à la police. Pourquoi ne m'a-t-elle pas simplement appelé directement? Pourquoi tous ces appels mystérieux? Elle avait peur que Sophie surveille vos communications. Elle savait que Sophie avait accès à votre maison et aurait facilement pu installer des dispositifs d'écoute ou des logiciels espions sur votre téléphone. Elle essayait de vous avertir sans alerter Sophie qu'elle était surveillée. Tout commençait à prendre sens. Mais cela me faisait aussi réaliser à quel point j'étais passée près de la mort. Si Sylvie n'avait pas surveillé, si elle n'avait pas rassemblé de preuves, si elle ne m'avait pas appelée quand elle l'a fait, je serais morte à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui va arriver à Sophie maintenant? Elle a été inculpée de meurtre avec préméditation pour la mort d'Henri et de tentative de meurtre dans votre cas. Avec les preuves recueillies par Sylvie et la propre confession de Sophie que nous avons enregistrée, le dossier est très solide. Et Marc, est-ce qu'il sait? L'expression de l'inspectrice Duval s'est adoucie avec compassion. Nous l'avons appelé il y a environ 1 heure. Il est en route depuis Lyon. Il n'avait aucune idée de tout cela. Madame Morel, pour autant qu'il le sache, son père est mort de cause naturelle et sa femme était une agent immobilier à succès. Je ne pouvais pas imaginer ce que Marc traversait. Découvrir que votre père a été assassiné serait déjà assez dévastateur. Mais apprendre que votre propre femme était la meurtrière, qu'elle vous avait menti sur tout pendant des années. Il a demandé à vous voir quand vous serez prête. Il veut s'excuser pour ce que Sophie a fait. Ce n'est pas sa faute. Non, mais il se sent responsable. Il a dit qu'il y avait des signes qu'il aurait dû remarquer. Le comportement de Sophie avec l'argent, son obsession pour les finances de votre famille, la façon dont elle semblait toujours en savoir plus sur l'état de santé d'Henri qu'elle n'aurait dû. Une nouvelle pensée m'est venue. Inspecteur, qu'en est-il du testament d'Henri? Sophie a dit qu'il l'avait changé. Cette partie était vraie. Henri a bien ajouté une clause de décès suspect 3 semaines avant sa mort. Si vous ou lui mouriez dans des circonstances douteuses à moins de 5 ans d'intervalle, l'héritage irait à des œuvres de charité au lieu de la famille. Mais il y a plus. Elle a sorti un autre document. Henri a aussi créé une fiducie séparée pour vous, complètement indépendante du testament. Même si la clause de décès suspect avait été déclenchée, vous auriez quand même été financièrement en sécurité. De nouvelles larmes ont commencé à couler sur mes joues, même quand Henri pensait que je perdais la tête, même quand il avait peur que je ne puisse plus prendre soin de moi-même. Il s'était assuré que je serais protégée. Il vous aimait vraiment, a dit doucement l'inspectrice Duval. Je sais, j'aurais juste aimé réaliser plus tôt ce qui lui arrivait. Madame Morel, vous n'auriez jamais pu savoir. Le plan de Sophie était très sophistiqué. Elle a fait des recherches sur l'empoisonnement à la digitaline pendant des mois avant de commencer. Elle savait exactement comment faire pour que cela ressemble à une insuffisance cardiaque naturelle. Comment a-t-elle obtenu la digitaline? Elle cultivait des plantes digitales dans son jardin. La digitaline est extraite de la digitale. Et ce n'est en fait pas si difficile à faire si vous savez ce que vous cherchez. Elle planifiait cela depuis près d'1 an. L'ampleur de la tromperie de Sophie était stupéfiante. Pendant que je m'inquiétais pour la santé d'Henri et que j'essayais d'être une épouse solidaire, elle avait comploté son meurtre avec une précision froide et calculée. Que se passe-t-il maintenant? Sophie choisira probablement une procédure de plaider coupable pour éviter la peine maximale. Elle passera le reste de sa vie en prison. Vous êtes libre de rentrer chez vous quand vous serez prête, bien que nous vous recommandions de faire nettoyer la maison à fond et de la faire vérifier pour tout autre équipement de surveillance ou danger caché, chez moi. Le mot semblait étrange maintenant. Comment pourrais-je jamais me sentir en sécurité dans cette maison, sachant ce qui s'y était passé? Sachant que Sophie avait empoisonné Henri dans notre propre cuisine, échangé ses pilules dans notre propre salle de bain. Madame Morel, il y a quelqu'un qui veut vous voir. J'ai levé les yeux pour voir Marc debout à l'entrée de la salle d'interrogatoire. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Ses cheveux, habituellement soignés, étaient en désordre. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Et ses vêtements semblaient avoir été enfilés à la hâte. « Nadine, dit-il, sa voix se brisant, je suis tellement désolée. Tellement, tellement désolée. » Il a traversé la pièce et m'a serré dans ses bras, une étreinte qui m'a semblé être une bouée de sauvetage. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je me suis sentie vraiment en sécurité. « C'est pas ta faute, Marc. Tu ne pouvais pas savoir. Mais j'aurais dû voir les signes. J'aurais dû vous protéger, toi et papa. Nous nous sommes tenus l'un contre l'autre et avons pleuré pour Henri, pour la vie que Sophie lui avait volée et pour la confiance qui avait été brisée à jamais. Mais sous le chagrin, je sentais autre chose commencer à prendre racine. Le soulagement. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer librement. L'anxiété constante que j'avais ressentie.
Le sentiment que quelque chose n'allait pas, sans savoir quoi. Tout était enfin expliqué. J'allais survivre à ça. Henri était parti, et rien ne le ramènerait. Mais j'étais en vie, et j'allais m'assurer que sa mémoire soit honorée. Sophie avait pris sa vie, mais elle n'avait pas gagné. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de mon nouvel appartement, préparant un café dans la douce lumière du matin. La vue de ma fenêtre donnait sur une petite cour-jardin au lieu du grand jardin qu'Henri et moi avions entretenu ensemble pendant tant d'années. Tout était plus petit ici, plus simple, mais je m'y sentais en sécurité d'une manière que mon ancienne maison ne pourrait plus jamais m'offrir. J'avais vendu la maison 3 mois après l'arrestation de Sophie. Marc m'avait aidé à tout trier, à décider quoi garder et quoi laisser partir. Nous avions trouvé d'autres preuves de la tromperie de Sophie cachées dans la maison. Des fioles de digitaline supplémentaires scotchées sous l'évier de la cuisine, des pilules de lactose en trop cachées dans ma boîte à bijoux, même un double de clés qu'elle avait fait faire et caché dans le garage. La vente s'était faite rapidement. J'avais utilisé une partie de l'argent pour acheter ce petit appartement dans une résidence, pour senior à environ 20 minutes de chez Marc. Ce n'était pas une maison de retraite médicalisée. J'étais parfaitement capable de prendre soin de moi, mais il y avait la sécurité, un foyer commun et des voisins qui veillaient les uns sur les autres. Mon téléphone a sonné, interrompant ma routine matinale paisible. Le nom de Marc s'est affiché à l'écran. « Bonjour mon chéri. Bonjour Nadine. Comment te sens-tu aujourd'hui ?» C'était une question qu'il posait à chaque fois que nous parlions. Et je savais qu'il demandait en réalité si je faisais des cauchemars, si je sursautais au moindre bruit, si j'allais bien en étant seule. La vérité, c'est que certains jours étaient plus difficiles que d'autres, mais la plupart du temps, comme aujourd'hui, je ressentais quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Je vais bien, Marc, vraiment bien. Je voulais te dire que le jugement de Sophie la semaine prochaine, mardi à 14h. Tu n'es pas obligé d'y être si tu ne le veux pas. J'y avais pensé pendant des semaines. Une partie de moi voulait lui faire face une dernière fois, la regarder dans les yeux et lui montrer qu'elle ne m'avait pas brisée. Mais une autre partie de moi voulait juste tourner la page et aller de l'avant. Je crois que j'aimerais y être. Viendras-tu avec moi ? Bien sûr. Nous affronterons cela ensemble. Marc avait été ma bouée de sauvetage à travers tout cela. Après l'arrestation de Sophie, il avait immédiatement demandé le divorce. Il avait aussi commencé une thérapie pour gérer la culpabilité de ne pas avoir vu les signes de la vraie nature de sa femme. Nous nous étions rapprochés plus que jamais, unis par notre chagrin commun et notre détermination à honorer la mémoire d'Henri. Comment avancent les préparatifs du mariage ? Ai-je demandé, changeant délibérément de sujet pour quelque chose de plus joyeux. Marc s'était fiancé à Jeanne, une institutrice de maternelle qu'il avait rencontrée dans un groupe de soutien pour le deuil. Elle était tout ce que Sophie n'était pas. Honnête, gentille, sincèrement attentionnée. Elle faisait de nouveau sourire Marc, ce qui était tout ce que j'avais toujours voulu pour lui. Bien. Jeanne demandait si tu aimerais aider avec les arrangements floraux. Elle ne veut pas s'imposer, mais elle sait que tu t'occupais des événements de l'entreprise d'Henri. J'ai souri. Jeanne faisait toujours attention à ne pas me remplacer ou à me faire sentir comme une étrangère. Elle comprenait que ma relation avec Marc était précieuse pour nous deux et elle n'avait jamais essayé de s'en mêler. J'adorerais aider. Dis-lui que je l'appellerai cet après-midi. Après avoir raccroché, je suis allée dans mon petit salon et je me suis assise dans le fauteuil inclinable qui avait été le préféré d'Henri. C'était le seul meuble que j'avais gardé de l'ancienne maison et m'y asseoir me faisait encore me sentir proche de lui. Sur la table d'appoint, il y avait une photo encadrée de notre dernier anniversaire de mariage. Le bras d'Henri autour de mes épaules, tous les deux souriant à l'appareil photo. Nous avions été si heureux ce jour-là, complètement inconscients qu'il ne nous restait que 3 mois ensemble. À côté de la photo, il y avait une lettre arrivée hier, transférée de mon ancienne adresse. L'adresse de l'expéditeur indiquait qu'elle venait de Sylvie Martin. J'avais retardé sa lecture, pas sûre d'être prête à revisiter cette nuit horrible, mais maintenant, dans la sécurité tranquille de ma nouvelle vie, je me sentais assez forte. Chère Nadine, commençait la lettre, de l'écriture soignée de Sylvie. J'espère que vous pourrez pardonner à une vieille femme d'avoir mis si longtemps à écrire cette lettre. La vérité, c'est que je n'étais pas sûre que vous voudriez avoir de mes nouvelles après tout ce qui s'est passé. Je me suis calée plus profondément dans le fauteuil d'Henri et j'ai continué à lire. Je veux que vous sachiez que veiller sur vous n'a jamais été un fardeau. Henri m'a demandé de veiller sur vous et c'est devenu la chose la plus importante de ma vie. Quand j'ai réalisé ce que Sophie faisait, j'étais terrifiée de ne pas pouvoir l'arrêter à temps. Sylvie continuait en expliquant qu'elle était retournée sur la Côte d'Azur après l'arrestation de Sophie, mais qu'elle pensait souvent à moi. Elle avait joint des coupures de journaux sur le procès et la condamnation de Sophie, ainsi que des copies de toutes les photos et vidéos qu'elle avait prises pendant sa surveillance. J'ai pensé que vous voudriez peu
être les avoir pour vos propres archives, écrivait-elle. Parfois, avoir la preuve de ce qui s'est réellement passé peut aider à la guérison. Au bas de la lettre, il y avait un numéro de téléphone et une invitation à lui rendre visite sur la Côte d'Azur quand je le voudrais. Henri a tellement parlé de vous au fil des ans que j'ai l'impression de vous connaître, écrivait-elle. J'aimerais beaucoup avoir la chance de partager certaines de ces histoires avec vous, si cela vous intéresse. J'ai plié la lettre avec soin et l'ai reposée sur la table. Peut être qu'un jour j'accepterai l'offre de Sylvie. Il pourrait être apaisant d'entendre la voix d'Henri à travers les souvenirs de quelqu'un d'autre. Ma sonnette a retenti et j'ai regardé par le Judas pour voir Madame Leclerc du bout du couloir. Elle tenait un plat couvert et arborait le genre d'expression déterminée qui signifiait qu'elle n'acceptait pas de refus. Nadine, ma chère, j'ai encore fait trop de gratin. Vous devez absolument m'aider à le manger. Madame Leclerc avait 83 ans et s'était autoproclamée ma grand-mère non officielle. Elle avait survécu à bien des épreuves, avait perdu son mari d'un cancer et élevé 4 enfants seuls. Elle n'avait aucune patience pour l'apitoiement sur soi ou le fait de ressasser le passé. Entrez, Madame Leclerc. Je vais mettre de l'eau à chauffer pour une tisane. Elle s'est affairée dans ma cuisine et a commencé à servir le gratin avant que je puisse protester. Vous avez meilleure mine aujourd'hui. Moins de tristesse dans le regard. C'était vrai. Le poids constant du chagrin et de la peur que j'avais porté si longtemps commençait enfin à se lever. Henri me manquerait toujours, mais j'apprenais à vivre avec la perte au lieu d'être écrasée par elle. Je pensais à faire un voyage et je dis alors que nous nous asseyions pour manger. Peut être visiter certains endroits qu'Henri et moi avions toujours dit vouloir voir. Les yeux de Madame Leclerc se sont illuminés. Où pensiez-vous aller? En Irlande. La grand-mère d'Henri était du comté de Cork et il a toujours voulu retracer l'histoire de sa famille là-bas. Alors vous devriez y aller. La vie est pour les vivants, Nadine. Henri voudrait que vous voyiez le monde, pas que vous restiez assise dans cet appartement à vous lamenter. Elle avait raison. Bien sûr, Henri avait toujours été celui qui m'encourageait à être aventureuse, à essayer de nouvelles choses. Avant que la tromperie de Sophie ne consume nos vies, nous avions prévu un voyage en Europe pour notre 45e anniversaire. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des vols pour Dublin. Cela m'a semblé étrange au début de planifier des vacances seule. Mais en regardant les photos de collines verdoyantes et de châteaux anciens, j'ai senti une excitation monter pour la première fois depuis des mois. J'avais 65 ans. J'avais survécu à une tentative de meurtre, démasqué l'assassin de mon mari et trouvé la force de reconstruire ma vie à partir de zéro. Je n'étais plus la même femme qui était assise dans ce cimetière 6 mois plus tôt, paralysée par le chagrin et la confusion. Cette femme-là avait été trop confiante, dépendante des autres pour prendre des décisions, prête à accepter des choses qui ne semblaient pas tout à fait justes, plutôt que de faire des vagues. Cette femme-ci était différente. Cette femme posait des questions, faisait confiance à son instinct et refusait d'être la victime de qui que ce soit. En cliquant sur acheter pour le billet d'avion, j'ai senti la présence d'Henri dans la pièce avec moi. Pas de manière fantomatique ou surnaturelle, mais dans l'écho de sa voix, m'encourageant à être courageuse, à vivre pleinement, à trouver la joie même au milieu de la tristesse. Sophie purgeait une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle passerait le reste de ses jours à payer pour ce qu'elle avait fait à Henri et ce qu'elle avait essayé de me faire, mais moi j'étais libre. Libre de voyager, de me faire de nouveaux amis, de reconstruire ma vie comme je le voulais. Libre d'honorer la mémoire d'Henri en vivant la vie pleine et aventureuse qu'il aurait voulu pour moi. Les appels de ce numéro mystérieux m'avaient sauvé la vie. Mais il m'avait donné quelque chose d'encore plus précieux que cela. Il m'avait rendu ma force. Demain, j'appellerai Marc pour lui parler de mes projets de voyage. J'appellerai Jeanne pour l'aider à planifier ses fleurs. J'appellerai Madame Leclerc pour lui demander si elle voulait venir en Irlande avec moi. Mais ce soir, je me suis assise dans le fauteuil d'Henri. Et je me suis sentie vraiment en paix pour la première fois depuis le jour de sa mort. Sophie m'avait pris beaucoup de choses. Mon mari, mon sentiment de sécurité, ma capacité à faire confiance facilement. Mais elle n'avait pas tout pris. Elle n'avait pas pris mon esprit. Et ça, c'était quelque chose qu'elle ne toucherait jamais, plus jamais. Maintenant, je suis curieuse de vous entendre, vous qui écoutez mon histoire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les favorites de la chaîne et qui vous surprendront certainement. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.